Invité donc à faire cette conférence qui j'espère vous intéressera. Donc nous allons parler des aspects historiques, techniques du Tekion. Alors on va commencer directement. Tout d'abord le Tekion. Dans ce document, dans le document actuel en fait, j'ai utilisé la romanisation. Il faut savoir qu'avec la langue coréenne, il y a plusieurs systèmes de romanisation. Depuis l'an 2000, il y a la romanisation révisée. Avant ça, il y avait le système Macunarie-Schauer. Donc, pendant cette présentation, je vais utiliser surtout le système RR. C'est la romanisation révisée officielle actuellement. Certains mots en usage... Oups, on entend toujours là. D'accord. Certains mots utilisent aussi une romanisation inspiré de Macunarie-Schauer, qui est antérieur à l'an 2000. Voilà. Comme par exemple le mot Tekion. Donc, alors tout d'abord, l'histoire du Tekion, il est considéré comme la forme originelle des arts martiaux coréens, c'est-à-dire comme l'art martial coréen actuellement existant le plus ancien, à main nue, bien sûr, car il y a aussi des arts martiaux avec sabre, avec arc. Il y a le tir à l'arc coréen aussi qui est très, très ancien. Donc le Tekion a eu plusieurs reconnaissances officielles. La première reconnaissance, c'était en 1983. Le Tekion a été reconnu comme trésor culturel intangible important. Donc cette reconnaissance est attribuée aux arts traditionnels importants, donc, comme par exemple aussi le chant narré Pansori, ou encore la danse masquée de Pongsan. Donc le Tekion, pour la petite information, est enregistré au numéro 76, le Pansori au numéro 5, la danse masquée Pongsan au numéro 17, etc. Donc il y a beaucoup d'arts traditionnels qui sont ainsi préservés par les organismes du gouvernement. Voilà. Ensuite, le Tekion a aussi été reconnu par le Comité olympique sud-coréen en 2001. Donc on espère qu'un jour il y aura des compétitions internationales et une participation du Tekion aux Jeux Olympiques. Ensuite, l'UNESCO a reconnu, donc, comme le disait tout à l'heure le directeur du centre culturel, l'UNESCO a reconnu le Tekion comme patrimoine immatériel de l'humanité. Oups, pardon. Réveille-toi. Voilà, donc ça c'était le 28 novembre 2011, donc c'est très récent. Ah, il se rendort. Voilà. Oups, je suis allé un petit peu trop loin. Donc cette reconnaissance de l'UNESCO, elle est vraiment unique parce qu'il n'y a pas d'autre art martial qui a été reconnu ainsi. Même le kung-fu chinois, qui a pourtant essayé d'être reconnu par l'UNESCO, n'a pas réussi. Donc en fait, il y avait certains critères pour être sélectionné, dont le fait d'avoir un esprit, on va dire, qui encourage l'esprit communautaire, d'amitié ludique, et puis il fallait une histoire vraiment ancienne et vérifiée avec des traces, ce qu'a le Tekion. Donc ensuite, le Tekion a plusieurs facettes. Donc c'est à la fois un jeu, en coréen on dit Minsok Nori. Donc Minsok c'est le peuple, enfin folklorique, et Nori c'est un jeu. Sport de combat, aussi activité gymnique, et aussi self-défense. Donc il y a des techniques dans le Tekion qui sont plus orientées pour la self-défense. Ensuite, la philosophie du Tekion, c'est une philosophie de combat compétitif, mais non agressif. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire mal à l'adversaire. On cherche plutôt à suivre les règles du jeu et à le faire tomber, ou à le marquer avec habileté, avec un coup de pied à la tête, donc sans l'assommer. Donc c'est un jeu vraiment de précision, comme on va le voir par la suite. Ensuite, il est accessible à tout âge. En Corée, actuellement, il y a des compétitions de sexagénaires. Je les ai vues de mes propres yeux. Donc, voilà. Donc ça développe des qualités physiques multiples. Coordination motrice, équilibre, souplesse, rapidité, endurance,
ainsi que des qualités plutôt psychologiques comme la concentration, la persévérance, les stratégies de combat, etc. Ok, on passe à la suite, page 2. Alors, tout d'abord, il y a peu de documents historiques qui citent le Taekyon. On pense, les spécialistes coréens pensent que c'est dû aux multiples guerres et invasions qu'a subi la péninsule coréenne au fil de son histoire, ainsi qu'au fait que les lettrés de la dynastie Choson négligeaient les arts de combat et s'intéressaient plus aux arts des lettres. Voilà. Sous l'influence néo-confucéenne. si je me trompe, vous me faites un petit signe. Alors, donc ensuite, voilà, donc il n'y a pas de traces historiques concrètes du Taekyon avant la période des Trois Royaumes. Mais on suppose qu'il y avait une existence d'un art martial coréen ancestral avec un rôle lié à une religion primitive avant cette période. Donc on a plusieurs sources qui indiquent par exemple que chaque année au printemps et à l'automne, donc ça se rapproche de Tano et de Chuseok. Ça c'est des fêtes qui sont encore fêtées en Corée aujourd'hui. Eh bien, des écrits historiques expliquent que les représentants de tribus distinctes faisaient des compétitions amicales et que la victoire assurait bonheur et bonne récolte. Alors là, par exemple, j'ai 3 extraits de documents historiques. Par exemple, dans le Hu Han So, qui raconte que le roi de Puyo, donc Puyo c'était un ancien royaume de Corée, a joué au Kakcho, ou a fait du Kakcho-hi. Donc Kak c'est la jambe, Jo c'est repousser, et Hi c'est un jeu. Donc si on traduit, c'est le jeu où on repousse les jambes. Vous verrez qu'au Taekyon, le fait de repousser la jambe de l'adversaire, c'est quelque chose qu'on fait couramment. Donc c'est encore préservé dans le Taekyon d'aujourd'hui. Après, il y a un autre document, c'est Ilbon Sogi, qui dit que des émissaires de Baekje, donc le royaume de Baekje, ont fait du sangbak. Sangbak se lit sumo en japonais. C'est les mêmes caractères chinois. Donc des émissaires de Baekje ont fait du sangbak avec des guerriers japonais. Donc on voit qu'il y avait des échanges à la fois ludiques, culturels. On sait aussi que Baekje a pratiqué beaucoup d'échanges culturels avec le Japon. D'ailleurs, si vous allez aujourd'hui encore dans la ville de Puyo, vous pourrez voir des maisons traditionnelles coréennes qui ressemblent, en tout cas de mon point de vue, beaucoup aux maisons traditionnelles japonaises. Donc c'est très intéressant, c'est encore visible. Et un autre document dans Samguk Sagi qui raconte que les habitants de la capitale se rassemblent pour la compétition de tir à l'arc. Voilà. Bien, donc ensuite... Voilà. On arrive donc au royaume dans la période des 3 royaumes. On va commencer par le royaume de Koguryo. Alors, donc le royaume de Koguryo était situé sur un territoire plutôt, surtout montagneux. Donc son peuple vivait surtout de la chasse. Situé près de la Chine, il était souvent au combat. Le peuple était caractérisé du terme belliqueux. Donc l'entraînement aux arts martiaux était courant chez le peuple. Ensuite, on a trouvé des traces du terme sonbi, qui étaient des officiers nobles, ainsi que des sanmusa. Donc c'était des soldats de réserve qui étaient agriculteurs en temps habituel et en temps de guerre allaient au combat. Donc ils étaient à la fois guerriers et agriculteurs. On a plusieurs fresques murales qui nous montre un art martial à main nue asiatique. On ne sait pas si c'est du Taekyon, c'est trop ancien, et puis il n'y a pas d'inscription qui l'indique, mais ça nous montre qu'il y avait un art martial. Alors, la petite image là, de Koguryo, c'était à son apogée en 476. Donc vous voyez, Koguryo, aujourd'hui la Corée, ça va à peu près jusque-là. Je crois que c'est le fleuve Nakdong, c'est ça? Ça doit être ça. Mais à l'époque de Koguryo à son apogée, ça allait jusqu'en Mandchourie, donc en actuelle Mandchourie. Donc c'est un royaume très très vaste. Alors je passe à la suite. Ici on voit une fresque
Donc il y a plusieurs fresques qui témoignent d'un art martial à main nue. Celle-ci, c'est la fresque de Mu Yong-chong. Mu pour danse, Mu Yong-chong. Donc le chong, c'est la tombe. Qui date du 5e siècle à peu près. Donc, alors là, on voit pas très bien, mais des artistes coréens ont fait la chaussure. Voilà, ils ont dessiné en utilisant la fresque pour retrouver un petit peu la scène de l'époque. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est quel est l'art martial, mais en tout cas, voilà, ça ressemble à une scène de combat. Ensuite, donc on arrive au royaume de Baekje maintenant. Le royaume de Baekje, on a moins de documents historiques que sur Goguryeo et Shilla, mais c'est un peuple aussi doué pour le combat. Donc, la petite image qu'on voit, c'est le royaume de Baekje à son apogée, avec des terres qui allaient jusque dans le royaume de Goguryeo, qu'on a vu sur l'image précédente. Je vous la repasse. Oups. Voilà, donc là, Goguryeo descend bien jusqu'ici. Et le royaume de Baekje à son apogée allait plus au nord. Hop. Voilà. Ensuite, le royaume de Shilla, donc une situation géographique qui lui permettait d'avoir une vie plus paisible que les deux autres royaumes. Donc son peuple était plutôt optimiste et pacifique apparemment. C'est-à-dire que Shilla, la capitale de Shilla était située à l'actuel Gyeongju. Voilà. C'était une société agricole avec deux grands événements festifs au printemps et à l'automne. Donc on retrouve encore les événements festifs donc qui pourraient correspondre à Tano, la fête du printemps, et Chuseok, la fête des moissons. Donc il y avait des compétitions d'arts martiaux pour les hommes. Le vainqueur obtenait, croyait-on, des bonnes récoltes et le bonheur pour son groupe. Voilà. Ensuite, il y a le groupe de jeunes hommes d'élite, les Hwarang. Alors en fait, sur les Hwarang, on dit beaucoup de choses, et il y a effectivement des documents qui parlent, qui racontent un petit peu leurs caractéristiques, mais on ne sait pas vraiment quel art martial ils pratiquaient. Donc c'était peut-être le Subak. On ne sait pas. Le Subak, c'est, vous allez le voir tout à l'heure, un autre art martial ancien. Selon le Samguk Sagi, les Hwarang, donc ça date de 1145, les Hwarang chantaient, jouaient de la musique et voyageaient dans le but de travailler leur morale. Donc on a ce genre de citation. Il faut savoir aussi que le Hwarang du nom de Kim Yushin était général d'armée, et c'est lui qui unifia les trois royaumes aux côtés du roi Monmu. Donc ça, c'était en 668. Il est écrit aussi qu'à 17-18 ans, il s'entraînait très dur, seul dans la montagne. Donc de là, on suppose que les autres Hwarang faisaient de même. Donc ils pouvaient aussi avoir un entraînement, comme on dit en coréen, un yolchimi, donc avec zèle et ardeur. Voilà. Alors ensuite, la petite image, donc c'est Shilla à son apogée, avec des terres qui vont dans le domaine de Goguryeo, en 576. Ok. Alors ensuite, après, dans la période de Shilla unifiée, on va directement passer à la période de Goryeo. Dans Goryeo, donc c'est du 10e au 14e siècle, on a les premières apparitions du mot subak. Subak, su c'est la main, et bak c'est frapper. Et subak-hi. Subak-hi, c'est de jeu ou jouer. Donc le jeu où on frappe avec les mains. On sait que c'était un loisir sous Goryeo, sous la dynastie Goryeo, pratiqué par le roi même, ou bien apprécié du roi, et pratiqué donc du roi jusqu'au peuple. Donc c'était vraiment toutes les couches sociales qui le pratiquaient. Donc il y a de nombreuses mentions dans Goryosa. On va voir ce que c'est que Goryosa tout à l'heure, enfin juste après ça.
Fin Goryeo, en fait, il y avait de nombreuses luttes de pouvoir entre les hauts fonctionnaires militaires, les Mushin, et les hauts fonctionnaires lettrés, Munshin, ce qui a conduit après à l'établissement de la dynastie suivante, c'était le Choson. Donc ensuite, l'art de la guerre est méprisé au profit de celui des lettres, sous l'influence confucianiste. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle le Taekyon, on pense qu'il y a pas mal de documents qui ont été perdus. Voilà. Le Taekyon devient populaire auprès du peuple, tandis qu'il est méprisé par la classe dirigeante. Donc on voit que à un moment, il est pratiqué par le roi, les nobles, et puis avec l'influence néo-confucéenne, ça va devenir une pratique surtout populaire. Okay. Alors, on arrive à Koryosa, et on voit pas le dessus. En haut, il y a marqué Koryosa, hein, voilà. Ensuite, il y a le Hangul et les Hancha. Donc Koryosa, en fait, c'est une compilation du début Choson, qui a été faite sous le règne du roi Sejong, de 139 volumes sur l'histoire de Koryo. Donc voilà, c'est très vaste. Donc dans ce texte-là, il y a le mot Subaki. Je vous laisse 3 secondes pour le trouver. 1, 2, 3, bon, allez. Un petit coup de main, voilà. Subaki, on retrouve là. Donc ce texte-là, si je ne m'abuse, dit que le roi a regardé un jeu de Subak. Voilà. Ensuite, page suivante. Ah oui, on va arriver à la Choson, avec le roi Sejong. Alors avant ça, je vais vous laisser avec l'image du roi Sejong. Je voulais vous raconter plusieurs traductions, merci Guillaume Sansegnim, qui sont tirées de Koryosa. Par exemple, la troisième année du règne du roi, donc c'est en 1332, on a le texte, on a le passage qui dit que le roi est sorti assister à un match de Subak, à un jeu de Subak. Ou encore, on a un texte qui nous dit que... Oui. Merci. Je faisais un petit peu d'exercice. Merci. On a un autre texte qui dit que les personnes qui parient leur fortune, Jemul, ou leurs biens aux compétitions de Subak reçoivent 100 coups de massue avec l'interdiction de parier à nouveau. Donc c'était vraiment, il y avait des compétitions, des paris, voilà. C'était aussi un jeu. Après, on va voir par exemple d'autres textes. Attends, je passe. Donc Choson. Voilà. Donc Taekyon et Subak. En fait, la première apparition du mot Taekyon sous la forme Takkyon, c'est dans un recueil de poésie du XVIIe siècle, en 1648. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas Taekyon, c'est Takkyon. Alors en fait, bon, il y a une voyelle, une différence de voyelle, mais on a plusieurs témoignages, dont celui du dernier pratiquant de Taekyon du XIXe siècle, qui ont expliqué que Taekyon et Takkyon c'était la même chose. En plus, on pense que cette différence de voyelle vient du dialecte de Séoul, qui par exemple, qui comporte par exemple le mot Hekkyo au lieu de Hakkyo, ou Egi au lieu de Agi. Agi, c'est un bébé. Il y a par exemple le mot Egi Shilum ou Agi Shilum. Shilum, c'est la lutte traditionnelle quand même. Voilà, donc on pense que ça pourrait venir du dialecte du Saturi de Séoul. Ensuite, voilà. Il y a ensuite un lien entre le Taekyon et le Subak. C'est pour ça que j'ai parlé du Subak avant. C'est-à-dire que dans l'encyclopédie Jemulbo du XVIIIe siècle, de 1798 exactement, on a le texte suivant, hop, qui explique en fait que ce qu'on appelait avant Subak, maintenant se dit Taekyon. Donc si vous regardez bien, Subak, on l'a ici, en haut à droite, sous de la main, Bak, et ensuite ici on a Taekyon. Donc c'est voilà. Donc la traduction de ça, c'est
C'est ce que je viens de dire. Donc l'hypothèse, c'est que le Subak a évolué en Taekyon. Voilà. Ensuite, voilà. Donc le Subak, alors c'est une grande page blanche pour un petit peu respirer. Le Subaki était à la fois un test d'aptitude de l'armée. Alors je vous passe plutôt l'extrait qui témoigne de ça. En 1411, dans les annales royales Taejong Shillok, donc les annales du roi Taejong, on a à partir du printemps et jusqu'à l'été le Hui Hengbu. Hui Hengbu, c'est l'équivalent du ministère de la Défense de l'époque, organise un examen pour les soldats sous forme de Subaki. Ceux qui gagnent au moins 3 adversaires sont gardés dans les rangs, les autres sont exclus. C'était aussi un divertissement royal, toujours dans les mêmes archives, en 1416, le roi, donc NDLR, c'est Taejong, a invité son père au Ganghaeru pour son anniversaire. Ganghaeru, c'est un pavillon du palais de Gyeongbokgung. Si vous êtes allé à Gyeongbokgung, le pavillon, c'est sur la gauche quand on entre. Voilà. Eh bien si, c'est vrai, merci de me le dire. Voilà, voilà, Gyeongbokgung. Donc c'est là qu'ils firent la fête qui est marquée dans cet extrait. Donc ils font la fête, s'amusent, discutent, chantent et boivent du vin en présence du prince héritier, NDLR Sejong, et de plusieurs membres de sa famille. Les sujets, donc leurs vassaux, sont aussi invités à boire, pendant que des soldats font du Subaki et du Gaktu. Gaktu, ce serait une lutte avec des bâtons. Voilà, donc, et puis c'est aussi un recrutement, une épreuve de recrutement militaire. Toujours dans les annales royales, cette fois-ci de Sejong, en 1454, on a le texte suivant. En entendant qu'on recrutait comme soldats les personnes habiles au Subak, des fonctionnaires de bas niveau, Hyangni, et des esclaves attachés au gouvernement, Guanno, c'est comme ça qu'on les appelait, se rassemblèrent pour se disputer un Subaki. Voilà, et une dernière, c'était aussi un divertissement populaire. En 1481, on a le texte suivant. Les habitants des provinces proches du Cholla et Chungcheong ont pour coutume de se rassembler à Yosangun et de se disputer des parties de Subak le 15e jour du 7e mois de chaque année. Donc, petite note au passage, on voit ici des points communs avec le Taekyon de Joseon, que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Alors, oui, je suis passé au 19e siècle. Ensuite, il y avait aussi le texte suivant. Un texte qui nous raconte en 1778 que le roi Chunghye de Goryeo pratiquait le Subaki. Donc, voilà. Ensuite, on arrive en 1895 à un livre écrit par un Américain, Korean Games, qui détaille sur le déroulement d'une partie de Taekyon. Donc, c'est en anglais, comme je pense que vous pouvez le voir d'ici. Donc, ça explique que le Taekyon est un combat entre deux joueurs, principalement avec les pieds. Les joueurs prennent leur position avec leurs pieds séparés. Ils se font face et chacun s'efforce de donner un coup de pied à l'adversaire pour le faire tomber. Un joueur peut reculer d'un pied en arrière sur un troisième emplacement. Ces pieds ainsi sont toujours sur une des 3 positions. Un joueur prend take the lead, il commence la partie en donnant un coup de pied dans la jambe de son adversaire.
Et puis il ramène cette jambe en arrière et chacun et frappe à son tour. Un coup de pied haut est autorisé et est attrapé avec les mains. Le but du jeu est de faire tomber l'adversaire. Voilà. Donc on apprend aussi que le jeu était pratiqué au Japon, mais apparemment pas par les paysans de la région de Canton. Bon. Voilà. Ensuite, il y a un autre document. Ouais. Attends, c'est un poème Takenhi de 1921. Donc c'était pendant l'occupation japonaise. Le poème est ici. Alors c'est un quatrain de 7 caractères. Je vous lis le premier vers, c'est Pekki Shinton Pigaksul. Donc on va traduire. L'art des jambes volantes aux 100 techniques prodigieuses. Le pied effleure délicatement l'épingle à cheveux et le chignon et arrache rapidement le dongot. Dongot, c'est une épingle à cheveux pour les hommes, pour garder le chignon en place. C'est quelque chose d'élégant qu'on fait pour se départager une jolie femme. C'est la fierté du colosse qui s'est emparé de la jolie femme en un seul coup. Donc là on voit l'habileté du coup de pied qui arrive en haut de la tête pour faire tomber l'épingle. Et du coup, comme il montre son habileté, il gagne la partie. Sachant que si vous pouvez frapper au-dessus de la tête, vous pouvez très bien frapper dans la tête. Donc son adversaire comprend qu'il le bat. Et du coup, il remporte la main enfin la main, c'est pas un mariage, mais bon, il remporte le droit de courtiser la jeune femme. Voilà. Alors, ensuite... Voilà, donc en fait, il y a des traces du Taekyon dans la culture populaire, comme ici dans cette poésie. Il y a aussi un autre document qui raconte que, à peu près de la même période, que les joueurs de Taekyon débutants frappaient dans les jambes. Les joueurs de bon niveau poussaient l'épaule, et les joueurs de vraiment très bon niveau faisaient des coups de pied pour faire tomber donc le chignon. Enfin, l'épingle qui était dans le chignon. Voilà. Ce qui demande beaucoup de souplesse. Et comme au Taekyon, il y a des coups de pied sautés aussi, ça demande un certain niveau. Voilà. Ensuite, on arrive donc au Kyolyan Taekyon. Kyolyan, c'est à peu près le même sens que Yongol, si on inverse ces deux caractères, ça veut dire connecté. Kyolyan Taekyon, en fait, c'était des parties de Taekyon entre villages voisins. Ou bien dans le cas de Séoul, c'était entre quartiers, un peu comme si à Paris on faisait une compétition entre rive gauche et rive droite. Ouais, j'aime bien comparer comme ça, ça montre à peu près la chose. En fait, donc c'était... je vais vous traduire un passage tiré du livre que j'ai traduit, pas le livre, mais le passage, de Lee Yong-bo, qui est une référence dans le domaine du Taekyon. Alors ça se passe comme ça. À la tombée de la nuit, les deux groupes de villageois posaient des torches. Oups, j'ai sauté un paragraphe, je remonte, excusez-moi. Alors, à la fin de la dynastie Choson, voilà, les compétitions de Taekyon rassemblaient les habitants de deux villages, c'est ce que je vous ai dit. Principalement, donc les combats se passaient la nuit, lors des fêtes saisonnières comme Chuseok, Tano ou Chopail. Chopail, c'est l'anniversaire du Bouddha historique, au mois de mai, si je ne m'abuse. Ou bien, ça pouvait aussi être le 15e jour d'un mois lunaire. Pourquoi? Parce que c'est la pleine lune. Donc on voit bien et ça éclaire bien pour voir l'adversaire et tout. Donc c'était des bonnes conditions. On appelle ça le 15e jour du mois lunaire Bolom. Bolomnal. Donc les combats se succédaient parfois sur 3 ou 4 jours d'affilée. Donc c'était pas juste on fait un combat comme ça, 1 heure ou 2 heures, ça pouvait vraiment durer sur plusieurs jours. Alors à la tombée de la nuit, les deux groupes de villageois posaient des torches pour éclairer le terrain. Le terrain, on l'appelait le Taekyon Madang. Il faisait à peu près 60 mètres carrés, 20 pions. Puis les joueurs et spectateurs s'asseyaient en cercle.
L'ambiance était festive et enthousiaste. Si le terrain n'était pas assez plat, on posait des broussailles pour l'aplanir, puis on mettait par-dessus des sacs en paille tressée, kamani, ou bien de grosses nattes de paille de riz, mangsok. Les combats commençaient d'abord avec les enfants d'une dizaine d'années. On appelait ça Egi Tekken. Donc là, on retrouve le Egi de Agi, du Satoli probablement. Qu'on pourrait traduire en français par le Tekken des petits, le Tekken des mioches, voilà, des gamins. Un enfant de chaque groupe s'avançait sur le terrain du jeu et le combat commençait. Le joueur qui gagnait son adversaire, c'est un combat en une manche, restait sur le terrain et affrontait un autre joueur du groupe opposé. Les règles du jeu, en fait, je crois que je l'ai peut-être, je sais pas si je l'ai déjà dit. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'était de faire tomber l'adversaire, ou alors de lui mettre un coup de pied au niveau de la tête, mais sans blesser l'adversaire. Donc, lorsqu'un des deux groupes avait battu 7 ou 8 joueurs, il gagnait et la partie se terminait. Après les enfants, c'était au tour des adultes. On appelait ça Oren Tekken, Oren pour adultes, de se mesurer entre eux. Donc, un joueur du groupe qui avait perdu la fois d'avant s'avançait en premier et faisait une démonstration, Ponte Poinda, de Tekken. Donc, la démonstration, c'était à la fois pour montrer son adresse et sa technique, mais aussi pour essayer d'évacuer discrètement le stress avant le combat. Ensuite, un jour de l'autre groupe faisait de même, puis les joueurs se plaçaient face à face. Un joueur poussait alors doucement de son pied la jambe adverse, on appelait ça Daejop. Et puis le combat commençait. Alors, dans un premier temps, les joueurs attaquaient chacun à leur tour, puis graduellement, les mouvements s'accéléraient et le match se transformait rapidement en un combat plein de réalisme. Les spectateurs retenaient leur souffle, mais dès qu'un joueur remportait la victoire, c'était l'explosion de cris d'admiration et d'applaudissements. Donc, il y a une peinture du 19e siècle, qui correspond donc à peu près à cette période, qui est ici. Voilà. Donc, c'est la peinture d'Equedo. D'Equedo, donc qui signifie peinture d'une grande festivité, d'une grande joie, si je ne m'abuse. Alors, sur cette peinture, en fait, donc il y a déjà, peut-être pas très bien, mais vous avez 2 joueurs de Tekken ici. Alors, comme c'est très petit, je vous ai fait un zoom. Voilà. Alors, on peut remarquer le sourire des joueurs, des 2 joueurs. Alors, c'est vraisemblablement des adolescents. Ils ont encore la natte, donc ils ne sont pas encore mariés. Quand on se mariait, on coupait la natte. Voilà, donc ils font un des mouvements de départ. Ensuite, je reviens là. En haut, on a des adolescents qui jouaient à la lutte traditionnelle coréenne, le shirum. Donc là, ils sont un peu plus tendus parce que le shirum, on empoigne vraiment l'adversaire. Comparé au Tekken où on ne doit pas se saisir les vêtements, par exemple. Donc il y a des règles différentes et voilà. Ok. Donc, alors je reprends le récit. Je vais vous remettre je vais vous remettre celle-là. Voilà. Donc la manche se remportait ainsi. Un joueur perdait si une attaque lui faisait poser la main au sol, la main ou le genou, ou bien s'il tombait. Autrement, s'il recevait un coup de pied au visage, il était censé poser ses mains au sol en signe de capitulation. Car c'était le résultat de la différence de niveau. C'est-à-dire que comme il était battu, voilà, plutôt que de continuer et puis de risquer de se blesser, il montrait qu'il avait perdu. Il n'y avait pas forcément de règles fixes, mais si un joueur blessait son adversaire ou effectuait une technique dangereuse, il était sermonné par les 2 groupes et spontanément la technique violente était restreinte. Donc, on raconte aussi que de temps en temps, du ressentiment entre les villages pouvait faire dégénérer la partie en bagarre.
Pyeon Saum. Pyeon c'est les côtés et Saum c'est le combat. Pardon. Non, le combat ou la bagarre. Ça pouvait aussi arriver lorsque des joueurs trichaient, par exemple. Ensuite, je ne sais pas si vous le savez, mais au Shilum, donc à la lutte traditionnelle, le vainqueur recevait en tout cas un bœuf en récompense. Alors au Taekyon, il n'y avait pas de prix, mais le vainqueur était considéré comme un héros et il était invité cordialement pendant plusieurs jours à manger et boire chez les habitants. Donc c'était pas mal quand même. Ça vaut un bœuf. Ouais, et puis il n'y a pas besoin de le cuire ou de le... Voilà. Ok. Alors, ensuite... Oui, alors en fait, dans cette peinture, là, je vous ai fait que 2 zooms, mais j'aurais pu en faire plus. On a, par exemple, en bas, on voit pas très bien, mais on a des gens qui achètent de l'alcool, comme c'est de couleur blanche, on pourrait penser que c'est du Macaulay, par exemple. Après, on a par exemple, ça c'est moi qui l'ai trouvé, on a ici 2 gendarmes, parce qu'on peut le voir à la couleur de leur chapeau et de leur tenue. Donc il y a des gendarmes qui regardent le jeu, il y a des gens, ça on le voyait tout à l'heure sur le gros plan. Oups, je reviens. Tulo. Voilà, ça par exemple, vu la tenue, c'est quelqu'un de niveau social important. Il y a aussi des Yangban, on peut les voir à leur chapeau, bon voilà. Puis il y a des gens du peuple, donc il y a un peu tous les niveaux. Je pense que c'est un Yangban à gauche, voilà, avec le petit éventail et le chapeau, le 4. Voilà. Donc ça c'est une peinture qui a été faite par un jeune peintre de la cour royale. Il avait je crois 18 ans quand il a peint ça. Ok. Ensuite, Shiganyote. Otosnika. Ok. Ok. Allez, Yamshita. Ok. On se parle en coréen, c'est normal. C'est habituel. Ensuite, on a une photographie de 1890 prise par des missionnaires qui apparemment étaient français. Donc là, cocorico. C'est tout à notre honneur. Alors, donc c'est des petits Coréens qui jouent sur un parquet de maison, Daechangmaru. Alors, notre grand maître du Taekyon pense que c'était... il y a plusieurs versions du Taekyon, il y avait des règles différentes, mais il pense que c'est peut-être la version où on essaye simplement de faire tomber l'adversaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y en a un qui a avancé le pied. Et donc avec les mains, ils écartent les mains, parce que la règle indique qu'il ne faut pas agripper ou pousser l'adversaire. Donc voilà, c'est une des règles qui existait. Ensuite, on arrive à l'histoire contemporaine post-Choson. Donc, il y a eu l'occupation japonaise de 1910 à 1945. Il y avait une politique de suppression de la culture coréenne. Pendant cette période, le Taekyon a été interdit. C'est-à-dire que par exemple, les enfants qui en faisaient dans les parcs, on raconte qu'ils étaient menacés par les policiers qui avaient des martinets, des fouets. Voilà. Et puis il y a eu la disparition des compétitions comme celle que je vous ai racontée tout à l'heure. Voilà, donc ensuite il y a eu la division de la péninsule coréenne en 1948, la guerre de Corée de 1950 à 1953, il y a eu à peu près 2 millions de morts. Donc on pense que la plupart des pratiquants experts de Taekyon sont décédés à cette période. Il y a de fortes chances. Parce que par la suite, en fait, il n'y a eu qu'un seul expert qui avait survécu. Donc, comme on va le voir, le Taekyon est transmis. Et puis aussi, avant, il y a la reconstruction du pays, pardon. C'est-à-dire que les Coréens n'avaient pas vraiment le temps. Il fallait qu'ils reconstruisent donc leur pays. Ils n'avaient pas forcément le temps de se concentrer sur un loisir ancien. Voilà, il fallait aller de l'avant. Et puis voilà. Ensuite, le Taekyon a été transmis par le dernier expert de l'art, Song Dok-ki, qui était né en 1893, donc à la fin de Choson, et décédé il n'y a pas si longtemps que ça, en 1987. Donc Song Dok-ki, en fait, a formé des maîtres de Taekyon, il a formé les maîtres contemporains, dont certains sont encore vivants aujourd'hui.
Ensuite, ça, tout à l'heure je l'avais dit, en 83, le Taekyon a été désigné comme trésor national intangible important. Chungyo Muhyang Monoaje, numéro 76. En 1985, il y a eu la première compétition de Taekyon à Busan. Donc c'était après une absence de quasiment 80 ans. Le Kyollyan Taekyon a été ravivé. Donc Kyollyan Taekyon, c'est deux groupes qui s'affrontent, voilà. Sous forme sportive. C'était dans un gymnase. Mais... Ouais, pardon. Okay. Ensuite, donc depuis cette date, il y a à peu près actuellement une dizaine de compétitions par an. J'ai aussi une vidéo à vous montrer d'une compétition récente. Ensuite, il y a eu un développement à l'international, ce qui a commencé en 1996. Il y a eu les premières démonstrations dans divers pays. Et en France, ça a commencé en 1999. Il y a une équipe qui est venue faire un tour dans 10 villes de France. Ils étaient en fait invités par le grand maître Lee Kuan Yew, qui est le pionnier du taekwondo en France. Ensuite, ils sont revenus en 2000. Et en 2001, ils ont fait une démonstration à Paris au Festival des Arts Martiaux de Bercy. En 2007, c'est moi qui suis venu, je dis ça modestement, j'ai animé des séminaires à Paris, je suis allé à Chamonix, je suis allé à Montpellier. Et ensuite, en 2010, je suis revenu avec mon collègue et associé Guillaume Pinault, et on a démarré les cours de Taekyon en Ile-de-France. Voilà. On a reçu également un mandat pour le développement en Europe et en France. Ensuite, donc, on va arriver à l'aspect technique maintenant. Donc là, c'est une photo du grand maître Song Dok-ki à droite, qui fait une technique, ça c'est au maître de taekwondo Kim Byung-soo. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de maîtres de taekwondo qui se sont familiarisés avec le Taekyon. Donc cette technique, Guillaume, tiens, on va leur montrer la technique. Ouais. Ok, c'était une blague. J'ai pas envie que tu me fasses mal, s'il te plaît. Donc ça, c'est une technique où on pousse sur le cou comme ça. En fait, l'adversaire donne un coup de pied, tac, on saisit la jambe et on pousse au niveau de la gorge. Voilà. Donc on arrive à l'aspect technique, le Pumpalki et le Daejab. Alors le Pumpalki, si tu veux bien nous montrer. Merci. C'est en fait la méthode, enfin les méthodes, parce qu'il y en a plusieurs, de déplacement du Taekyon. Donc Pum, ça vient du Hancha, du sinogramme Pum avec les 3 carrés, qui veut dire denrée ou article, Molgon, mais qui veut aussi dire classe et rang, Tulgup, non plutôt Tungup, je vais me tromper, et qui veut aussi dire dignité et prestance. Donc Pum, ça a des sens plutôt positifs. Et Palki, ça veut dire fouler ou marcher sur quelque chose. Donc Pumpalki, c'est... Tu nous montres? Ok. 천천히 해도 됩니다. 긴장 없지? 자연스럽게, 알겠습니다. Voilà, donc c'est une manière un peu dansante, si vous me l'accorderez, de se déplacer, voilà, avec la flexion-extension des genoux. Voilà, kumshil, qu'on va voir tout après. Ensuite, dans le Taekyon, il y a donc le concept d'hospitalité, d'accueil, qu'on appelle Daejab. En fait, c'est un concept de prévenance, pour l'autre joueur. C'est-à-dire que on s'engage à ne pas le blesser déjà, et puis pendant le combat, on pose un pied vers lui. Tiens, on va leur montrer, s'il te plaît. On pose un pied vers l'adversaire qui lui permet d'attaquer. Par exemple, vas-y, tiens, pose un pied, s'il te plaît. Tac, il pose un pied, hop, j'attaque. Donc souvent dans les combats, on voit dans d'autres arts martiaux, on voit les joueurs qui sont plutôt sur la défensive, à une distance un peu plus grande. Au Taekyon, on est assez proche finalement, plutôt de face,
et régulièrement poser un pied vers l'adversaire pour lui permettre d'attaquer. C'est une manière un peu de l'inviter à attaquer. Voilà. Donc ça, c'est day job. Le sens de day job aussi, sens plus général, c'est faire preuve d'hospitalité, recevoir quelqu'un chez soi pour manger, par exemple. Alors, palki, je ne sais pas si on a le temps de... Il y a d'autres coutumes ou jeux folkloriques qui intègrent un peu le concept du palki, où on foule le sol. Il y a par exemple le Jishin palki, ça je voulais vous en parler. Jishin palki, en fait, c'est une coutume où les villageois vont passer de maison en maison en foulant le sol, donc avec les musiques traditionnelles de Nongak, donc les tambours, c'est des cymbales, les jing et kongali, tout ça, ouais. Les gongs, pour chasser, pour apaiser d'éventuels mauvais esprits et pour souhaiter. Alors pendant qu'ils font ça, ils souhaitent en fait le bonheur et puis qu'il n'y ait pas de problème pendant toute l'année. Voilà. Ensuite, il y a aussi Notali Palki. Ça, c'est un Min Soknoli, donc c'est un jeu folklorique pratiqué par les femmes traditionnellement, où elles se mettent en ligne, donc à la queue leu, elles s'inclinent pour avoir le dos plutôt horizontal, et une jeune femme qui est désignée comme la princesse monte sur le dos et s'efforce de marcher pour arriver en tête. Donc parfois il y a deux groupes comme ça qui se font face, et je crois qu'en fait la première qui arrive en tête a gagné. Voilà. Puis en même temps elle souhaite d'avoir une bonne santé, voilà, donc c'est ce genre de coutume. Ensuite là on a une image de compétition de femmes, je crois que ça doit avoir au moins 50 ans. 50, voilà, 60 ans. Donc ça, c'est aussi des compétitions qui existent aujourd'hui. Donc là, ils font c'est-à-dire qu'au début on va peut-être leur montrer quand même. Au début du combat, donc d'abord il y a le salut. Ensuite, on se pose sur les genoux. Il y a un kiap, on ne va pas le faire trop fort quand même. Et ensuite, on fait ça. C'est-à-dire qu'on montre là qu'on n'a pas d'armes, pas de pierre, pas de couteau. On fait un jeu réglo. Mano à mano, voilà, c'est un peu l'idée. Et puis ensuite, il y a un joueur qui va faire le service, le dead job, tac, qui va pousser. Et là, on commence. Là, après, voilà, les joueurs commencent à échanger les attaques. Alors, on passe à la suite. Ça, c'est une image donc, de ce que je venais de vous expliquer. D'autres tali palki avec les jeunes femmes qui sont penchées, et puis la princesse là, qui marche sur le dos, sur les dos. Ok, ensuite. Alors, les onomatopées traditionnelles du Taekyon, il y en a principalement 4. Donc, il y a Kumchil Kumchil, en démonstration. Kumchil Kumchil, c'est ce mouvement de flexion-extension sur une jambe. Voilà, si vous voulez, effectivement, vous pouvez vous lever et puis faire ce petit mouvement. C'est un mouvement qu'on retrouve aussi dans les danses traditionnelles, danses masquées, et puis dans le Pumul Nori ou le Nongak, c'est-à-dire que les musiciens font un petit mouvement comme ça pendant qu'ils avancent. Alors qu'ils n'avancent pas comme ça, c'est un petit mouvement de Kumchil. On appelle ça aussi Ogumjil, donc c'est ce mouvement-là. Après, on a Nungchang Nungchang. C'est le mouvement élastique d'avant en arrière du bas-ventre. Voilà. Qui a plusieurs avantages. Ça permet de gérer l'équilibre du corps sur le pied arrière plutôt que de l'avoir sur le pied avant, tout en donnant l'impression qu'on avance. Donc ça a des intérêts pendant le combat. Ensuite, on a Uchul. Uchul, c'est le mouvement rythmé du corps pendant le Pumpalki. Donc c'est un peu le... Voilà. Là, il fait Uchul, Uchul. Kumchil, Kumchil, Nungchang, Nungchang. Et le quatrième, c'est Usuk, Usuk. C'est rigolo, n'est-ce pas? Voilà. C'est l'air de fanfaronner en haussant les épaules, pardon, pendant le Pumpalki. C'est un peu le mouvement des épaules, comme ça. Voilà. Ok. Bien. Ensuite, on arrive au Kiap. Alors, le Kiap, c'est un cri de combat. Ki, c'est l'énergie, le souffle, et Hap, c'est rassemblement, voilà. Donc,
prix d'énergie. Kiap rythmique du Tekion sert à fortifier le Danjon. Danjon, en japonais, c'est le hara, ou plutôt hara, avec le H. En chinois, dans les arts martiaux chinois, ce sera le Dantien. Je l'ai bien dit, là? Dantien. le ton, j'ai dû le massacrer, mais bon. Voilà, donc le Danjon, en coréen. Et en combat, ça sert aussi à impressionner et affecter l'énergie de l'adversaire. Car si vous impressionnez l'adversaire, il perd un peu confiance en lui, et voilà, ça a des avantages dans le combat. Donc, le Kiap du Tekion, c'est... Tu nous le fais? Ouais, fort. Pumpa Kiap, comme ça. Là, c'est le Kiap rythmique pour s'entraîner. Et après... Corps, merci. Pendant les attaques, normalement avec les coups de pied, dès qu'on fait une attaque, on utilise le Kiap. Donc ça va être ik, ou bien ko. C'est aussi des onomatopées qu'on retrouve dans le dictionnaire. Donc ik, ça veut dire oups. Oups, j'ai encore fait une bêtise. Et ek ou eku, c'est oh mon Dieu. Bon, ça j'ai cité le dico après, je sais pas comment. 어떻게 말씀하시겠어요? 그걸 에쿠. 그걸 옛날 말 있죠. 그 요즘은 또 말하는 것이에요? 아니면? Hein? Aigo. Ouais, aujourd'hui on dit plutôt aigo. Donc parfois, en fait, c'est des expressions un peu anciennes. Je sais que en fait, c'est un peu ancien. C'est plus vraiment usité de nos jours. Voilà. Donc au Tekion, voilà, ça c'est les Kiap. Ensuite, on arrive à la manière de frapper en poussant Nunjirugi. Alors Nunjirugi, Jirugi ça veut dire pousser ou frapper. Nun, ça a plusieurs sens, le sens d'être mou, de manquer d'énergie, tombant, être lent. En fait, au Tekion, il y a cette manière d'attaquer, Nunjirugi, qui est poussante. Du coup, on n'a pas besoin d'utiliser de protection dans le combat. C'est-à-dire que dans les arts martiaux, où on fait des coups plutôt claquants, comme il y a un impact on cherche à vraiment soit mettre KO, soit vraiment faire mal à l'adversaire, du coup en général les joueurs portent des protections. Mais au Tekion, c'est pas ça. Le but c'est pas de faire mal à l'autre, c'est vraiment de casser son équilibre, de le faire tomber. Donc on cherche pas vraiment à faire mal à l'autre, c'est vraiment on cherche à trouver la faille dans son équilibre et avoir le bon timing, à faire des successions de techniques et le mettre par terre, c'est ça un peu. Ensuite, donc, Nunjirugi nécessite le Kumshil et le Nungchang. Bon, on fait un Nunjirugi, je sais pas maintenant. Alors, il va me faire une attaque poussante, vas-y. Voilà. On va le refaire parce qu'il pense que j'ai eu mal, mais j'ai pas eu du tout mal. Voilà, donc j'ai pas eu mal en fait parce que la manière de le faire a déjà été avec le plat du pied plutôt que d'utiliser par exemple le talon. Donc ça c'est pour réduire l'impact. Et puis ensuite il est venu, il a posé le pied, après il a poussé. Donc ça c'est non-jirugi. C'est un peu l'idée de la vague, c'est une sorte de vague. Voilà. Ça on le fait avec les pieds mais aussi avec les mains. Par exemple, au Tekion on peut pousser avec la main par exemple. Il y a cette technique-là de Temulgi. Si je veux lui faire mal, je vais plutôt viser un point sensible. Je vais faire un coup comme ça. Tac. Mais au Tekion, on vient plutôt pouce. Donc c'est encore un Nunjirugi. Voilà. Donc pendant un match de Tekion, on essaie d'être très précis et de contrôler le mouvement. Et on attaque plutôt avec les parties charnues du corps pour pousser l'adversaire, le déséquilibrer. Ensuite, il y a aussi des attaques sur les points sensibles, les points vitaux, qu'on appelle Yedbop. On arrive à la Yedbop. Alors, la Yedbop, c'est Yed ancien, Bob, c'est les méthodes. Elles sont traditionnellement interdites en compétition. Ce sont des frappes de parties dures. Par exemple, le genou. Alors, il y a une image après qui va être assez claire, je pense. Ça c'est Mulupak, Mulupak Chiki. Mulupak c'est Mulup, c'est le genou. Hein. Je pense que c'est du Satuli.
Mulpak Chigi, donc l'idée c'est qu'on vient agripper le... Là c'est plus de la compétition, c'est vraiment un coup, voilà, un coup plutôt pour la baston. Donc on agrippe l'adversaire et on lui met un coup de genou, de préférence dans le plexus solaire, pour que ça fasse vraiment mal. Alors, donc voilà, cette technique-là a été utilisée à la fin de Choson, plutôt par les voyous ou dans les bagarres. Parce que parfois dans les compétitions de Taekyon, il y avait des joueurs qui voulaient vraiment gagner à tout prix et qui pour avoir un avantage, parfois cachaient un fer à cheval ou un bout en métal dans leurs chaussures. Comme ça, quand ils mettaient un coup de pied, même si ça poussait, ben, ça faisait mal. Et on raconte que dans le cas où il y avait des tricheries comme ça, si le joueur ne s'excusait pas, eh bien ça pouvait dégénérer en bagarre. En bagarre générale, ouais. Et du coup, ils utilisaient de la yet-bop, il y avait des frappes au tympan, des coups de genoux, des coups de... Voilà, tout ce qui peut faire très mal. Mais normalement, au Taekyon, on n'utilise pas ces techniques. Parce que c'est un objectif plutôt négatif. Voilà. Et le pratiquant de Taekyon, en fait, son esprit est d'être comment dire, en osmose avec son environnement. Donc c'est plutôt l'inverse. Bon, en fait, le Taekyon a deux côtés. Il y a un côté blanc, un côté un peu plus noir. Voilà. Les yet-bop aussi, ce qui est intéressant, c'est que le dernier maître de Taekyon, Song Dok-ki, quand il avait appris les yet-bop de son maître, qui s'appelait Imro, Imro c'est le tigre de la forêt, eh bien son maître lui avait dit c'est des techniques, on ne sait pas de quand elles datent, mais déjà à l'époque elles étaient interdites. Donc voilà, c'est très ancien. Il faut voir avec le subak qu'on a vu tout à l'heure, la frappe des mains, qu'en yet-bop il y a beaucoup de techniques avec les mains, ou par exemple, tiens, on va leur montrer quelques techniques de yet-bop. Une technique, on va utiliser le tranchant de la main pour attaquer le coup. Une technique, on va baisser. On va attaquer donc le dos avec le tranchant de la main. Il y a des coups de poing aussi. Donc il y a des techniques peut-être qui viennent du subak. On ne sait pas. C'est comme les atémies un peu. Comme les atémies, ouais. Ça se rapproche beaucoup. Ouais. Ouais. Donc il y avait celle-là. Ensuite, frappe au tympan Komak Chigi. Là c'est Song Dok-ki qui nous démontre la technique. Ensuite, on arrive aux tenues. On va essayer d'aller rapidement, on a dépassé le temps. Donc à la fin de Choson, il n'y avait pas de tenue spécifique. Donc les joueurs faisaient du Taekyon en tenue de tous les jours. Comme si nous on se battait en jean ou je sais pas, en costard cravate. Ensuite, au XXe siècle, quand Song Dok-ki a réenseigné le Taekyon, les pratiquants portaient le Kowi Joksam. Kowi Joksam, c'est le pantalon et veste légère, type boléro. Et puis à partir de 2002, il y a le professeur So Hwang-ok de l'université de Chungang à Séoul qui a mis au point une tenue vraiment spécifique pour le Taekyon en reprenant le modèle du cholik. Du cholik, c'est un manteau à pans plissés fin goryeo. Donc c'est ce qu'on porte tous les deux en fait. Tiens, tu veux bien t'avancer? Voilà. Donc ça c'est le cholik, voilà. Donc en fait c'est une tenue du XIIIe, XIVe siècle qui pouvait avoir différentes longueurs de pans selon l'utilisation qui en était faite. C'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui à Gangpokgung, par exemple le palais donc à Séoul, vous avez les gardes qui sont en tenue traditionnelle. Alors eux, leur longueur de pan est beaucoup plus longue. Je crois que c'est parce que comme il peut faire froid, il faut qu'il puisse avoir chaud, etc. Mais au Taekyon, comme on utilise beaucoup les jambes, on a pris une longueur de pan plus courte pour faciliter les mouvements de jambes. Voilà. Voilà, ensuite, donc la couleur est selon le grade. Donc c'est pas la ceinture qui indique le grade, c'est la couleur de la tenue. Ensuite, donc il y a une ceinture biseautée, pantalon à jambière, chaussettes Posson, sandales Mituli. Si ça vous intéresse, je vous dirai plus là-dessus après. Ok, donc ça c'est le Kowi Joksam, maître Yodok, qui est
La première femme maître de Taekyon, en train de faire un mouvement dansant de Taekyon. Après là on a un Cholik de la dynastie Choson. Et là on en a un avec les manches détachables sur les côtés. Ça c'était pour le tir à l'arc. Pour faciliter le mouvement, on pouvait enlever une partie de la manche, voilà, pour pas être gêné avec la corde. Et, voilà. Donc le vêtement pouvait avoir différentes fonctions selon l'utilisation. Donc ça c'est des tenues de Taekyon Cholik, voilà. Okay. Voilà, ça c'est un Gyeongbokgung. Vous voyez les gardes, là ils ont les manches enlevées, il y a selon les couleurs, ils sont placés plus ou moins près du meneur, etc. Voilà, ça c'est une photo des maîtres de Taekyon. Ok, et puis on va terminer avec l'activité gymnique pour tous. Le Taekyon se pratique aussi comme une activité d'entretien de la santé. Il faut savoir que Song Dok-ki, le grand maître Song Dok-ki, est décédé, il avait 94 ans. Il était en très bonne santé et encore très fort pour son âge. Donc apparemment le Taekyon c'est un bon effet sur la santé. En fait, il y a le programme 7330, qui est un programme du gouvernement coréen, qui invite les gens à faire du sport, donc c'est 7 jours, c'est une semaine, donc à faire 3 fois dans la semaine une demi-heure de sport. Donc c'est un programme gouvernemental, et donc ils font ça pour je crois qu'il y a le football, il y a plein de sports, et il y a aussi le Taekyon. Voilà, donc le Taekyon est très accessible, mouvement fluide, rythmé, travail sur la respiration, etc. Voilà, après la bibliographie. Et voilà, on a terminé. Donc, je vais peut-être recueillir s'il y a des questions. Voilà, donc...